On va basculer maintenant concrètement sur comment les marchés ont traduit cet environnement jugé et très fortement et très vraisemblablement jugé anxiogène. Par la force des choses, le S&P 500 dont on va parler dans un instant, effectivement, a accusé le coup de ces menaces, mais par la force des choses, on aurait pu s'attendre à une respiration plus profonde. Certains parlaient de recul de 10 à 20%. Que nenni, en fait, le S&P 500 consolide et finalement, on verra aussi dans un deuxième temps que finalement, par la force des choses, l'espoir n'est pas totalement envolé sur le S&P 500. Alors non, non, il n'y a pas d'espoir envolé du tout sur la SP500, sur le graphique à nouveau que vous avez sous les yeux, qui représente l'évolution des SP500 en fréquence journalière. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une forte accélération depuis avril, et cette accélération se tarit à l'intérieur de deux niveaux, 6600 points pour le support, 7014 points pour la résistance, avec une moyenne mobile à 50 périodes qui est en train de décélérer. Donc on assiste simplement à un mouvement de consolidation à l'intérieur d'un range du SP500, ce qui ne retire aucun espoir à peut-être la poursuite plus tard, en tous les cas, d'un mouvement haussier. Mais ce n'est pas mon scénario central en tous les cas, hein, ça c'est peut-être pour certains. Moi, ce que je vois, c'est vraiment un ralentissement du SP500 avec une incapacité à former de nouveaux sommets significatifs, et on le verra tout à l'heure, en tout cas sur les graphiques suivants, pourquoi je pense que le SP500 ne réalisera pas, en tout cas à court terme, de nouveaux sommets significatifs. Alors, on peut toujours franchir 7014 points selon l'épaisseur du trait, mais je ne vois pas le SP500 accélérer comme il l'a fait depuis avril pour la suite. Très clair. Effectivement, c'est un peu aussi quand on regarde les futurs sur la S&P 500, effectivement, ils ne notent pas une accélération particulière, tout au plus une légère hausse symbolique comprise entre entre plus 0,05 et plus 0,1%. Donc effectivement, pas de beaucoup de rendement à aller chercher. Le catalyseur que tout le monde pourrait attendre, c'est que la Fed, reprenne sa politique d'assouplissement monétaire, mais au vu des données qui ont été publiées récemment, a priori, elle devrait maintenir son statu quo la semaine prochaine. Donc ce ne sera pas de nature à apporter du carburant au marché financier. Ce qui est intéressant également en ce début d'année, c'est la performance des Max 7, les 7 magnifiques, qui ont profité à fond de l'engouement autour de l'intelligence artificielle de ces 2 dernières années. On peut désormais dézoomer comme ça. En ce début d'année 2026, les investisseurs sont beaucoup plus prudents ils restent sur, je dirais, leur philosophie d'investissement de cette fin d'exercice 2025, où ils se posaient la question de la bulle autour de l'IA. On va pas revenir, on va pas expliquer les raisons. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, ils sont dubitatifs à l'endroit de la croissance des Max 7, mais par la force des choses, ils ont quand même l'impression que les investissements qui ont été réalisés dans ce secteur-là commencent à ruisseler sur le secteur en entier et que c'est un secteur entier de l'IA qui est en train de se créer, donc au détriment des Max 7, mais pas au détriment de la tech américaine dans son ensemble. Alors, concernant les Max 7, le graphique que vous avez sous les yeux est le tracker MAX, qui représente justement l'évolution des Max 7. Et ce que l'on peut observer, c'est qu'effectivement, ce tracker a fortement progressé depuis avril, depuis le moment de reprise du marché boursier américain. C'est essentiellement lui qui a tiré le marché boursier américain. Et sur une plus courte période, c'est-à-dire depuis le mois d'octobre, eh bien, ce que l'on voit également, c'est que ce tracker MAG est en train de consolider au-dessus d'un support à 61-75. Autre élément très important, et c'est pour ça que je ne suis pas très très optimiste, comme comme je disais tout à l'heure, sur la capacité du SP500 à marquer de nouveaux sommets significatifs, c'est la partie basse de ce graphique qui représente l'évolution relative de ce tracker par rapport au SP500. Et on l'avait évoqué d'ailleurs il y a quelques semaines, en fin décembre, je crois. C'est le fait que la force relative de ce secteur, c'est-à-dire la capacité à surperformer le SP500, était en train de se tarir complètement et aller alors, c'était fin décembre lorsqu'on en a parlé, rompre une oblique ascendante, et ce qui allait marquer la fin d'une surperformance à moyen long terme de ce tracker par rapport au SP500. Donc en gros, les Max 7 ne tirent plus le SP500, voire contribuent même au fait qu'il poursuive sa consolidation, voire même à un moment donné, on verra, hein, il pourrait même le tirer vers le bas. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que je ne vois pas trop le SP500 former de nouveaux sommets significatifs quand les principales capitalisations boursières sous-performent l'indice phare américain, c'est-à-dire le SP500.
Je comprends effectivement votre logique, mais finalement, cette logique également, elle sous-entend que par la force des choses, il y a une rotation, un changement de philosophie qui est en train de s'opérer dans la tête des investisseurs. Désormais, eh bien, on peut considérer que ces 7 magnifiques étaient des valeurs de croissance. Et maintenant, les investisseurs se tournent plutôt vers des valeurs de rendement, des valeurs sous-évaluées, des valeurs à partir desquelles eh bien, on estime qu'elles sont sous-évaluées, qu'elles pourraient éventuellement profiter d'une croissance économique américaine résiliente, d'un ruissellement des investissements de la part des grandes magnifiques vers les plus petites entreprises du secteur. Résultat, eh bien, on a un indicateur Growth versus Value Stocks qui est favorablement orienté vers les values. Effectivement, cher Louis-Antoine, j'aime beaucoup montrer ce graphique, parce qu'en fait, il est très symptomatique de justement de mouvements de rotation, notamment des valeurs de croissance en rapport aux valeurs dites, value. Et ce qu'on pouvait observer, c'est qu'il y avait une forte corrélation depuis, le début du graphique entre, d'une part, le SP500, la ligne verte, et d'autre part, ce ratio qui représente l'évolution relative des valeurs de croissance contre les valeurs dites value. Très forte, corrélation. Et à plus court terme, eh bien, sur la partie décembre jusqu'à janvier, il y a un phénomène de décorrélation. Finalement, ce ne sont plus les, comme je disais tout à l'heure, hein, les growth qui tirent le SP500 vers le haut. Au contraire, elles le tirent plutôt sensiblement vers le bas, ce qui permet justement de retenir le marché sensiblement au-dessus de niveaux de support. Je parle du SP500, bien évidemment. Ce sont plutôt les value stocks. Voilà, très clairement, depuis décembre jusqu'à maintenant, on arrive maintenant bientôt fin janvier, on voit une sensible décorrélation de la ligne verte, le SP500, et de ce ratio, et qui est très symptomatique peut-être des mois à venir et de la capacité effectivement du SP500 à former de nouveaux sommets significatifs. Comme je vous l'indiquais, ce n'est pas mon scénario central. Exactement. Mais alors, justement, cette rotation sectorielle, ce changement de paradigme d'investissement dans la tête des investisseurs, il s'explique probablement par trois facteurs. Le desserrement monétaire à l'œuvre aux États-Unis, la résilience macroéconomique de l'économie américaine et les anticipations d'un agenda politique assez fourni, notamment avec les midterms en fin d'année. On sait bien que tout ceci porte finalement apporte du grain à moudre à cette rotation sectorielle matérialisée par le Russell 2000, l'indice dédié aux petites et moyennes capitalisations américaines, qui surperforme les indices plus costauds de la cote américaine. Mais oui, Louis-Antoine, tout à fait. Les petites capitalisations sont en train de réaliser une performance tout à fait, enfin pas surprenante, mais singulière par rapport au SP500. Effectivement, ce que l'on observe depuis hier, depuis quelques jours, c'est que le Russell 2000, contrairement au SP500, forme un nouveau sommet historique. Alors là, ce que vous avez sous les yeux, c'est le graphique en fréquence mensuelle. Donc je voulais vraiment montrer que depuis un certain nombre d'années, le Russell n'avait pas formé de nouveaux sommets significatifs, et notamment un plus haut historique. Donc là, le graphique que vous avez sous les yeux démarre de 2011, donc il y a quand même 15 ans d'historique. Et effectivement, autour de cercles verts, nouveau sommet historique du Russell 2000 qui est tout à fait marquant. Et ce qui indique d'ailleurs qu'il faut davantage, en tout cas au cours des prochaines semaines, des prochains mois, se positionner sur les petites capitalisations plutôt que sur les grosses capitalisations, et notamment les Max 7. Exactement, hein. Il n'y a aucun doute désormais, hein, le cycle de domination des Max 7, des 7 magnifiques est désormais derrière nous, en tout cas en ce début d'exercice 2026 et probablement au moins jusqu'à la fin de l'année. Résultat, pour appuyer ce que vous dites encore plus, on a ce dernier graphique qui compare la performance du Russell 2000 et celle du S&P 500 largement en faveur du Russell 2000. Effectivement, ce graphique représente le ratio euh, Recette 2000 sur SP500, qui évoluait sous une oblique baissière, matérialisée également par les petites flèches rouges, donc tout à fait valide d'un point de vue technique. On avait fin décembre, je vous avais mis un petit signal au sujet de cette capacité potentielle du Recette 2000 à superformer le SP500. Et là, effectivement, depuis le début de l'année, finalement, cette courbe qui marque un nouveau sommet significatif au-dessus de l'oblique baissière indique que l'on passe dans une phase de moyen long terme de surperformance des petites capitalisations par rapport aux big caps, celles évidemment qui sont inclus dans le SP500. Donc à suivre de très près, et en tout cas donc privilégier les petites caps contre les grandes caps, les grosses caps.
Écoutez, merci David pour ce message, cette analyse, votre analyse. David Furcage, vous êtes président d'IWF Capital avec nous tous les vendredis pour nous aider à comprendre comment fonctionnent les marchés financiers sous Peltrim, quelle est leur philosophie, leur état de santé, si je puis dire, et dans quelle mesure il peut être intéressant de les travailler et surtout d'avoir un recul objectif sur les forces à l'œuvre sur les marchés financiers à l'heure actuelle. Merci beaucoup David d'avoir été avec nous ce matin. David Furcage, CEO de IWF Capital. On se retrouve la semaine prochaine. Nous, de notre côté, on marque une courte page de publicité. On se retrouve bien, juste après avec la rubrique de Éric Galliec, associé chez Fiat Advisor Valcan, qui va revenir pour nous sur les principaux points de l'actualité de cette semaine en nous expliquant dans quelle mesure ils ont été impactants pour les marchés financiers. À tout de suite sur TF1.